bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Et après un joli mercato cet été plein de promesses en ce début de saison, on a enfin l'équipe type autour de la table. Messieurs, on va commencer par la défense avec la diste. C'est Yves. Comment il va, Yves ? Et ça va bien, bonsoir à tous. Au milieu de terrain, on va jouer avec une pointe haute, mais il y en aura 3 qui vont se relayer autour pour la feuille de match. C'est Nathan, Oxens et Vincent. Comment ça, les gars ? Ça va, super. Bonsoir à tous, ça va très bien. Je suis très content que Mehdi ne fasse pas partie de cette équipe type. Et je vous souhaite un petit coucou depuis le loft, là où il doit être, avec les coiffeurs. Mais il nous reviendra pendant les vacances. Il fait partie de l'équipe type dans nos cœurs, mais bon, il ne peut pas être là, donc tant pis pour lui. Pense à la poisse, s'il te plaît. Et à la technique, on a Elliot ce soir. Comment il va, Elliot ? Ça va très bien, merci, et vous ? Ouais, tu dois bien aller après le 5-0 de ce week-end de ta chère équipe de Liverpool. Messieurs, au programme de cette émission, les actus du club, les résultats de nos jeunes et du centre de formation ainsi que des féminines. On fera ensuite un retour sur PFC TFC. On fera la preview TFC Guingamp avec le compte Twitter, enfin même Twitter et Facebook EAG Actu qui est avec nous dans les studios. Pour le moment, il nous observe, il nous regarde, il nous analyse pour mieux nous contre-attaquer après sur la deuxième partie d'émission. Et enfin, on finira par un petit quiz que Oxens nous a préparé dans son retour de vacances dans la voiture tout à l'heure. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour cette émission ? Ça veut juste dire qu'il l'a préparé dans la voiture de Camille, donc Camille a déjà tout fait. Non, il était vraiment à Marseille, il revient vraiment de Marseille. On parle de père biologique ou de père de radio ? On embrasse son vrai père. Allez, c'est parti. Quel objectif avez-vous défini ? Le maintien dans les 2 premières places. Quoi ? Dites-moi pas que c'est pas vrai ! Nathan, c'est devenu un peu habituel, c'est un peu ta chronique hebdomadaire, sauf qu'en Oxens te la pique. Mais là, tu as fait respecter la hiérarchie. Qu'est-ce qu'on fait nos jeunes ce week-end ? Alors, on va parler de maintien pour reprendre le jingle. Donc, la N3 qui a perdu 2-0 à Muret. Donc, il y avait 5 pros alignés sur le terrain. Donc, Imer, Bangré, Rapnouille, Zobo, Skita et Cerber. Et ça fait 6 d'ailleurs. Donc, ils ont perdu 2-0. Ils sont 10e. Ils se sont fait doubler du coup par l'AS Muret. Donc, c'est un peu la crise chez la réserve. Ils auront l'occasion de se rattraper donc, ce week-end. Le 7 novembre face à Fabrègue, qui est 13e. Donc à domicile, ce serait l'occasion d'enfin gagner et se rassurer du côté de la réserve. C'est rien qu'ils se rassurent pas comme ils se sont rassurés cette semaine, quoi. Ouais. On va enchaîner avec l'autre défaite, c'est les U17 qui ont perdu 2-1 à Istres. Donc avec un but d'Amadou Camara sur penalty. Donc le TFC laisse sa place de leader à Montpellier, qui les devance de 1 point, et voit les Girondins qui recollent au classement. Le prochain match, c'est le samedi 13 novembre à 15h sur l'annexe 1 du stadium face à Marignane. Et bon, le point positif du centre, c'est la victoire des U19 qui ont gagné à Nice 2-1. C'était le gros match du week-end. Ouais. Ils restaient sur une défaite à domicile. Ils ont bien rebondi donc, avec des buts de Nicolas Westbauer et Giacomo Pérez. Donc d'après la binocle qui serait dans le viseur de l'Atalanta et Sassuolo. Qui la binocle ? C'est franchement un sacré montant gradé pour lui. Donc Nice a fini le match à 10 pendant 30 minutes et le TFC donc reste seul leader avec 1 point d'avance sur Saint-Etienne, 2 sur Monaco et 4 sur Nice. Et on va finir avec les féminines. Donc, avant que tu enchaînes avec les féminines, désolé, mais on a un petit commentaire sur Cerber. Ouais, on a Fred qui nous suit sur Facebook Live. D'ailleurs, vous pouvez toujours réagir à un commentaire, n'hésitez pas. Fred qui nous dit, pour lui, Cerber, c'est officiel, il ne jouera jamais en 1. Vous en pensez quoi ? Absolument rien, je ne l'ai jamais vu jouer, mais s'il l'a vu jouer et que c'est pas bon, voilà. Hein. Après, rappelez-vous, Mehdi qui allait voir souvent la N3 à l'époque, nous disait que des gamins comme Ngoumou, Adli, c'était un peu léger, compliqué, et au final ils ont quand même réussi à s'imposer, donc ça veut des fois rien dire. Mehdi nous a suffisamment prouvé qu'il n'y connaissait rien au foot. Non, quand même. Non, le pauvre. On l'embrasse. Il n'est pas là, on a le droit. Il n'est pas là, on a le droit. Les absents toujours tort. Hein. D'ailleurs, Samuel, voilà. On enchaîne sur les féminines. Et les féminines donc, qui étaient de repos ce week-end, qui disputeront les phases finales régionales de la Coupe de France ce samedi 20h30 à Druel. D'ailleurs, c'est où Druel ? Je dirais dans le Lot. Pas loin. Le 82 ? Non plus. Il va faire tous les départements, vas-y. Le 82. Attends, il y en a qui passent le bac ici. Auxence, Elliot. Le 47. Gers. Perdu. L'Aveyron.
Là, juste à côté. Vous aurez appris quelque chose. Elliot aujourd'hui. allait le dire, mais il s'est fait couper la chic là, quel dommage. Il avait des yeux comme ça. Tel un pélican. Donc on n'est pas bon en géographie, on est bon en foot. Hein. On les embrasse. Donc moins glorieux que le week-end dernier où on avait 60 buts, toutes compétitions confondues, dans toutes les catégories. Voilà, on va dire, ça arrive une fois par saison. Ouais, un petit peu complicado pour nos centres de formation. T'as des réactions? Ouais, d'autres réactions. J'ai Annie qui fait coucou tonton, c'est Gabriel, je t'écoute. Tu pourrais me faire une petite dédicace, bisous. Eh ben oui, petite dédicace à mon petit neveu. Sympa de se faire afficher par la famille en plein direct. C'est donc un malaise en direct à 20h06 sur Radio Extania. C'est génial. Mais oui, mais ça, on y reviendra à la fin pour les dédicaces. Merci Vincent. Messieurs, on va enchaîner avec le retour sur le match de ce week-end entre le PFC et le TFC. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous nous avez volé la montée. PFC, TFC et non pas TFC ACA comme il y a marqué sur la feuille. Mais ça, avec le résumé de TFC à JA. On sent que tu prends de plus en plus de temps pour préparer les émissions. Il a un roue libre. Le contenu est meilleur que le titre. En fait, le titre me laisse un peu roue libre. On va pas se mentir. Messieurs, PFC, TFC, c'était ce week-end et à défaut d'avoir été bénéfique en termes de points pour le TFC, c'était bénéfique surtout en termes de public. Puisqu'on a eu un gros déplacement des Toulousains. Alors je pense aussi qu'il y en avait certains qui étaient déjà sur place à Paris, mais 654 Toulousains étaient présents à Charletti. Et pour ceux qui ont vu le match ou des résumés, ça faisait quand même une sacrée belle tribune. Et c'était sacrément joli. Yves, tu vas peut-être pouvoir me répondre. Est-ce que c'est l'un des plus gros déplacements, hormis Angers, mais sur un match de championnat, ou il y en a eu des plus gros? Sur un match de championnat, je pense qu'on ne doit pas être loin du plus gros depuis bien longtemps. Oui, effectivement, hormis Angers et même à un autre niveau, tu as Liverpool qui doit être juste devant. Je me souviens plus des chiffres, mais il me semble que c'était 700 et quelques, donc un petit peu devant. Non, pour un match de Ligue 2, c'est énorme. Ouais. Il y a Saint-Privé aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais là, on ne sait pas s'il y a la police qui était comptée avec ou pas. Mais ouais, non, ça faisait plaisir à voir. C'était vraiment joli. En plus, à la télé, ça faisait vraiment du bruit et ça faisait une belle tribune. D'ailleurs, le stade était rempli pratiquement que de Toulousains parce qu'à côté, c'était pas non plus fifou la praline. C'est le problème aussi de jouer à Charletti qui a quand même plus de 10 000 places, il me semble, quand on a une influence très faible. C'est que ça se voit direct. Puis en plus, c'est un stade qui est fait avec de la piste d'athlétisme. Donc vraiment, visuellement, on voit que le public est loin et on voit le public est vide. Ça fait un effet un peu Louis II en fait. D'autant plus qu'en prime, la tribune visiteur est reléguée en haut de la tribune. Ouais. Oui. Allez, on passe aux sportifs. Messieurs, c'était un 4-4-2 qui était aligné par Montagnier avec Dupé, Dessler, Diakité, Nicolas Sendiara. Jean-Rose, Spearing, Dejagereux, Van Den Boomen, donc le retour de Spearing et Dejagereux. Et Ngoumou, il est devant 4-4-2, 4-3-3, ça dépendait plus ou moins de l'animation. Donc sur le film du match, pas grand-chose, sur le premier quart d'heure, voire même les 25 premières minutes, c'était un petit peu faiblard, pas faiblard. On s'observait beaucoup des deux côtés, enfin pas de grosses occasions, mais la première, elle arrive à la 33e avec un débordement de Ngoumou, mais ça passe à côté. Cependant, PFC vont avoir leur premier tir qui sera le premier cadré et ça sera le premier but par Guy Lavogui suite à un super jeu en triangle. Ça fait 1-0 pour le PFC sur leur seule vraie occasion du match. 42e minute, Ngoumou en retrait pour Van Den Boomen au point de pénalty, mais la balle a fait un petit rebond, genre ch'touk. On le voit très bien en plus à la radio, c'était Radio Phoenix Center. Et ça passe au-dessus, on fait péter un pigeon, quel dommage. Et dans la foulée, le PFC obtient un penalty suite à une main de Dessler. On y reviendra. Ça fait ch'touk aussi. On y reviendra après sur la main. 2-0 à la mi-temps, match très fermé, mais les Parisiens sont assez sacrément efficaces puisque ils mènent de 2 buts à la mi-temps. Seconde mi-temps, le TEF revient avec un peu plus d'engagement, obtient un corner tiré au premier poteau, et c'est dévié par l'inévitable Ilé qui envoie sur Diakité qui suit bien. Nicolas Hyssen la pousse au fond, on ne sait jamais, mais c'était bien. Le but sera bien accordé à Bafo. Et enfin, on a encore un corner où Nicolas Hyssen est trouvé par Van Den Boomen. Donc on reste toujours assez dangereux sur coup de pied arrêté, particulièrement sur les corners. Ratao en demi-volée à 82e, ça passe juste à côté et on sent que le TFC pousse
pour revenir. Et puis là, l'instant magique du week-end. Petit jongle au pied droit, demi-volée pied gauche, filoche opposé. Rhys Hillé obtient le match nul pour le TFC. Marque peut-être l'un des... peut-être pas des plus beaux buts de la saison, mais des plus beaux buts du week-end, je pense. Tous les week-ends, on y a droit. Ratavo la semaine dernière. Ouais. Il sera dans le top 10 des buts de la saison, à mon avis. Et du coup, on fait un petit 2-2 lors de ce PFC TFC. Messieurs, la question qu'on attend tous, c'est que je vais être pas du tout original. 2 points de perdus ou 1 point de gagné ? Au vu du scénario du match, tu peux pas dire que c'est 2 points de perdus. Quand tu es mené 2-0 à la mi-temps, réussir à revenir, ça démontre qu'il y a de la qualité mentale, la qualité technique et dans l'engagement, on la connaissait. Mais c'est vraiment mentalement où on a réussi à se sortir d'un match qui pouvait être piège et sur 2 matchs sur lesquels on pouvait craindre un peu suite à nos 2 mauvais résultats. Tu sors avec une victoire écrasante sur Auxerre et tu ramènes un nul de Paris qui était censé être parmi les grosses équipes avec qui on jouerait la montée. 4 points sur 6 possibles. Quand tu regardes les scénarios des matchs et même en amont de ça, si on nous avait promis ces résultats-là il y a 15 jours, je pense que tout le monde signait des deux mêmes pour les prendre et pour sortir comme ça. D'autant plus qu'on a la chance que derrière, Sochaux n'ait pas su en profiter. Reste toujours un point derrière puisqu'ils n'ont pas été capables de gagner leur match et on fait match nul aussi. Donc j'ai envie de dire c'est tout bénef pour le TEF. Il faut continuer maintenant à chaîner les victoires à domicile pour continuer à mettre la pression sur les équipes qui nous courent derrière et continuer à essayer de creuser le trou et à s'échapper. Ouais, moi je reviens sur le but de Hillé, c'est que non seulement de ça il est très beau, mais en plus ça il est tellement important. Donc revenir quand on est mené 2-0 à l'extérieur, en plus je trouve que ça fait quand même une sacrée force de caractère. Donc je suis d'accord avec le point gagné. Et par contre moi j'aimerais quand même pousser un petit coup de gueule sur l'état de la pelouse parce que j'estime qu'il y a un minimum à avoir en match pro quand même, parce que là c'était pas normal quoi, ça ralentissait. Peut-être que c'était volontaire, stratégique. Mais il faut un minimum, parce que là, c'est pas possible. Tu sais, Guiraud, il coupe le choix dans le vestiaire. C'est des petits coups des clubs. Moi, je pense qu'ils savent que le TFC prône du jeu, qu'ils essaient aussi de jouer assez rapidement, de limiter les touches de balle. D'avoir laissé volontairement l'herbe très haute, ça m'étonne pas du tout, et je pense que c'était vraiment volontaire. Ouais, et puis tu arrives sur une période aussi où de toute façon les terrains, on le sait, ils vont être dégueulasses. Avec l'hiver, ça devient compliqué. On est sur des contrées et des latitudes où c'est difficile pour les pelouses. Et au vu de ce qu'on a connu des pelouses du stadium, je me garderais bien de critiquer les jardiniers des autres clubs. Nathan, pardon. Après, on a assez bien résumé pour le moment. Ça a été le match de la confirmation après Auxerre. On sortait d'un gros succès 6-0. Ça a été on sentait ce match-là, c'était quand même le match piège par excellence face à une équipe qui nous a bien gênés avec un bloc assez bas. Ils nous attendaient. Les coups qu'ils ont eu à jouer, ils les ont super bien joués. 2 tirs cadrés à la récupération, ils ont été bons en première mi-temps. Je pense que c'est ce qui a fait défaut au PFC aussi, parce qu'ils ont beaucoup d'intensité en début de match. C'est ça qui les a un peu ralentis en seconde mi-temps. Mais moi, ce que j'aimerais mettre en avant, c'est vraiment le mental qu'on a cette année, l'abnégation, le fait de jamais rien lâcher. En fait, pour moi, c'est un match de champion qu'on a fait, dans le sens où on refuse la défaite, en fait. Et quand tu refuses la défaite, c'est ce qui nous a porté préjudice l'an dernier. On avait tendance un petit peu à pas savoir gérer la pression. Et là, on sent une équipe en fait qui lâche jamais. Et je vais à l'image de ce qu'a dit Ngoumou aussi en fin de match. Il disait on aurait pu aller chercher la victoire. C'est ce genre de mentalité où tu te suffis pas d'un match nul et tu as tout le temps envie d'aller gagner. Donc le nul, on le prend. Moi, je suis le premier à le prendre. Mais voilà, c'est vraiment cette mentalité dans un match qui était vraiment pas facile. Et puis si tu regardes bien, on a quand même un peu le pendant du match d'Auxerre. C'est-à-dire que contre Auxerre, le match est un peu faussé parce que tout nous réussit en fait. On a l'impression que face à Auxerre, il suffisait de frapper pour marquer. Là, on a eu l'effet inverse avec le PFC en première mi-temps, puisque en gros sur tout le match, ils ont 2 occasions. Les 2 occasions, encore 1,5, ça fait ficelle les 2 fois. Et nous, on n'a pas eu
la réussite qu'on avait d'habitude, donc ça a été un peu plus compliqué, mais on s'est pas laissé abattre et on revient vraiment. Les 2 buts, c'est vraiment des buts à l'arraché, au courage, même si techniquement le but d'Ille est magnifique, mais tu sens vraiment que les mecs ne doutent pas et tentent le tout pour le tout, quoi. Pour un mec qui est pas technique, je trouve qu'il y a quand même du niveau sur son On va y but. venir après, on va y venir. Non, mais je suis d'accord avec Ngoumou. Au final, cette égalisation, ça intervient plus tôt. Je pense qu'on est en capacité de marquer ce 3e but. Là, je me rappelle surtout, c'est autour de la 60e, l'enchaînement peut-être de 5 voire 6 corners successifs. On leur mettait une pression. Ils étaient vraiment en dégagement, en catastrophe. J'ai pas vu toute la première mi-temps, mais bon, de ce que j'ai vu, c'était quand même, c'est pas adapté au jeu, à l'environnement, et on n'a pas eu la réussite qu'on a d'habitude par rapport au PFC qu'il a eu. Mais en seconde mi-temps, on a fait le jeu que Toulouse a voulu. Je serais bien curieux de savoir ce qui a été dit dans les vestiaires, s'il y a une prise de conscience collective, ou le coach a trouvé les mots, ou simplement ils ont compris comment il fallait jouer. Mais il me semble qu'il y avait un petit ajustement tactique justement à la retour des vestiaires. Oui, après au vu du match, de toute manière, on n'a pas été trop en danger. Enfin, moi je l'ai regardé en replay, alors je l'ai regardé, des fois j'ai un peu avancé, je vais pas vous mentir. Mais c'était pas non plus. C'était un match sur un faux rythme, beaucoup d'observations en première minute. Beaucoup de contre aussi. Hein. Ouais, et le TEF maîtrisait vraiment son sujet. Ces 2 buts, tu les prends pas, tu peux repartir avec 2-0. Enfin, c'est vraiment. Tu savais qu'on allait marquer dans ce match. Tu savais qu'on allait marquer des buts. Bon, on en a pris 2, fallait revenir. Et c'est vraiment l'expérience en plus où on va chercher le nul. Ouais, et voilà, justement, de revenir avec un visage différent comme ça en seconde mi-temps et de montrer sa supériorité encore, même si voilà, il y a des équipes qui auraient douté, qui auraient complètement lâché à la mi-temps. Là, on a réussi à tenir. Yves t'en parle souvent. J'adore Camille quand il dit des vérités. Si on n'avait pas pris les 2 buts, on n'aurait pas. Ouais, j'aime bien. C'est magnifique. T'as passé la RMC, mon gars. Et Yves, justement, tu parlais souvent en début d'année de cette fameuse expérience de l'année dernière, et là, pour le coup, je pense on l'a peut-être vu sur. Oui, c'est un échec, Vincent. On l'a peut-être vu sur ce match, cette fameuse expérience aussi de l'année dernière. Qu'on a emmagasiné l'année dernière. Tout à fait. On le sent. L'équipe ne se laisse plus douter. À aucun moment, même mené 2-0, on les a sentis penser qu'ils pouvaient perdre ce match. Et au contraire, j'ai l'impression que peut-être que ça leur a pas fait de mal d'être mené 2-0 à la mi-temps. En plus, sur un second but, qui n'est pas forcément légitime. Péno ou pas péno pourtant a priori, c'est compliqué de siffler penalty dans la mesure où il la dévie d'abord de la cuisse. C'est la cuisse qui l'envoie sur la main et surtout le plaquage qui est en début d'action qui est absolument pas sifflé. La règle a été changée. Alors si je dis pas de conneries, c'est l'année dernière ou cette année. Ouais. Si le ballon tape une autre surface avant d'intervenir sur la main, il n'y a pas pénalty. Voilà. Et s'il y a un Lyonnais dans le jeu, il y a pénalty d'office. Donc, normalement, il n'y aurait pas dû y avoir pénalty. Après voilà. Après tout ça, moi j'aime pas trop parler. L'arbitre se trompe. Bien sûr. Ça peut arriver, ça réarrivera dans l'autre sens, ça réarrivera. L'important, c'est la capacité de réaction derrière. On peut s'en vouloir un peu parce que on a été un peu tendre en première mi-temps dans l'engagement. Voilà, après, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. On a su être dans la réaction plus que dans l'action ce coup-ci. Mais voilà, ramener un point du PFC, ça nous laisse toujours maître de notre destin. On est toujours premier du championnat. On a toujours un point d'avance sur Sochaux. On a toujours un goal average largement favorable par rapport aux autres équipes. Voilà, après on est large, ouais, après c'est juste comment va-t-on enchaîner sur le prochain match où la question est là et que va faire au niveau compo Montagnier, passe entre le 6-0 d'Auxerre avec des joueurs qui ont été sortis pour aller à Paris. Quid de Ratao, quid de cette organisation, voilà, parce que y a des gens qui ont montré qu'ils pouvaient apporter beaucoup et d'autres qui ont retrouvé leur place et qui n'ont peut-être pas eu le rayonnement auquel ils nous avaient habitués. Mais c'est un peu le cas depuis le début de la saison. Je pense à De Jagereux, je sais que c'est le chouchou de tout le monde, mais depuis le début de la saison, il est en demi-teinte par rapport à ce qu'on avait vu la saison dernière. Donc voilà, donc c'est bien parce que j'aime bien moi quand l'entraîneur a des problèmes pour savoir qui mettre sur le terrain
Passe les mecs sont bons, passe on a connu aussi l'inverse, où on se demandait qui va jouer tellement tout le monde était mauvais. Donc c'est plutôt agréable. Pour les compos, on en parlera après avec j'ai Actu sur la preview, mais c'est vrai, tu as raison, Yves de Jagereux, bon je voulais pas en parler de suite, mais on peut entamer son procès entre guillemets. Carrément. Mais moi je suis un petit peu d'accord avec toi, et celui qui en parle le mieux, même s'il n'est pas là, c'est Mehdi, c'est son premier chouchou, et c'est le premier à dire que depuis le début de la saison, il est en dessous, et de Jagereux, il a été même des fois élu homme du match sur certains matchs de début de saison où je le trouvais pas exceptionnel, mais bon, comme il avait marqué, qu'il fallait en trouver un, c'était lui. Alors, je vais peut-être pas me faire des amis, hein. Moi je l'adore de Jagereux aussi, mais depuis qu'il a le brassard cette année, depuis qu'il a ce numéro 10, qu'il a ce nouveau poste surtout, parce que pour moi je trouve qu'il ne joue pas à son poste de prédilection, je le trouve en dedans, je ne le trouve pas mauvais ou nul, je le trouve en dedans. Et moi sur mes flops, c'est le premier nom que j'ai cité, j'ai un peu de mal, je sais pas. Après, est-ce qu'il a du mal aussi à se remettre de ce changement de statut justement? Il a suffisamment d'expérience. Ça doit jouer peut-être, mais je pense que c'est plus le poste. Enfin, Nathan, tu m'as fait. Oui, non, je suis assez d'accord avec le poste. Quand il a été un peu balancé à gauche, on trouvait qu'il apportait beaucoup moins dans l'entrejeu. Il a surtout été efficace l'an dernier à ce poste-là où il était vraiment le dépositaire du jeu. Et c'est un peu aujourd'hui Van Den Boomen qui a ce rôle-là, ce rôle d'orientation, ce rôle de leader du milieu de terrain. Genreau surtout. Genreau, une belle révélation, hein, Genreau. Oui. Mais oui, je pense que c'est au-delà du statut, il a suffisamment d'expérience. Je veux dire, il a joué quand même dans de nombreux clubs. Il a plus de, quel âge, 31 ans. Donc il a quand même, une expérience. Donc c'est pas le changement de statut, c'est plus, je pense, le changement de poste. Tactique. Ouais, changement tactique qui n'est pas à son avantage. Et peut-être les méthodes peut-être de Montagnier ne sont pas les mêmes que Garande. Mais voilà. Après, il n'est pas catastrophique. Non, en fait, il nous a habitués. Il est un peu plus en dedans que l'année dernière. En fait, il est un peu plus en dedans aussi parce que Van Den Boomen s'est mis au niveau qu'avait de Jagereux l'année dernière. Donc, c'est vrai qu'ils ont un peu inversé les rôles. Il touche moins de ballons, il est moins présent. Est-ce que d'être excentré, c'est vraiment un poste qui l'avantage? J'ai pas l'impression, mais est-ce qu'on peut s'en passer pour autant? La question peut se poser. Donc voilà, il y a cette réorganisation tactique qui fait bouger les choses, et puis la concurrence tout simplement, hein, au bout d'un moment, comme je le disais, c'est bien d'avoir une concurrence qui fait se dire que peut-être que de Jagereux n'est pas le meilleur pour jouer et pour être sur le banc pendant un moment. C'est rassurant de te dire que ton meilleur joueur de l'année dernière, t'as du monde qui est capable d'être au niveau pour le concurrencer. Et il sort souvent tôt dans les matchs, je trouve aussi. Oui, c'est toujours le premier à sortir. Parce que physiquement, c'est un peu plus dur pour lui d'être excentré, de faire tous ses efforts, j'ai l'impression. Et donc on réinjecte du sang frais, de la vitesse. T'as 5 changements, donc c'est logique, bien sûr. Ouais, carrément, complètement. Auxence, après des réactions de Vincent, des gens qui nous suivent sur Facebook Live. Ouais, moi la question que je me pose, c'est est-ce que de Jagereux a fini un match cette saison? Est-ce qu'il a disputé les 90 minutes? Ça ferait une super question pour un quiz, ça. Pense-y pour la prochaine fois. Est-ce que ça compte pour le quiz? Cherche la réponse surtout, parce que là, ouais, je sais pas. Tu poses une question. Je peux regarder si tu veux, mais je pense, mais pas souvent. Je pense pas, moi, tu vois. Ah, peut-être. Moi, je pense pas vraiment. Tu veux que je te dise des réactions pendant que tu cherches peut-être? Oui, ça serait bien parce que je vais pas meubler comme ça. Alors, des réactions sur le Facebook Live. Donc, il y a Diane qui souligne le but d'extraterrestre de Hillet. Pour Johan, c'est surtout dommage d'avoir pas joué les demi-temps. Il y avait moyen de gagner, mais c'est un bon scénario. C'est un bon point, vu le scénario du match. Pour Fred, c'est un match diesel pour lui. Sur la seconde mi-temps, on doit l'emporter. Hillet revient fort après un petit passage à vide avant la trêve internationale. Et pour Fred, surtout, ce point fort, c'est qu'on commence à voir que l'on a un effectif au-dessus des autres équipes. Pas forcément le 11, mais l'effectif à sa globalité, justement. Ça fait un moment qu'on avait remarqué ça, quand même. Si, il l'a fait Amiens. Pardon, je reviens sur des Amiens, il a fait le match complet. Le Havre aussi. Bastia, Pau. Enfin, il y en a plein. Toute la saison. Mais, non, il y en a plein, non. 4, le reste, il est tout le temps sorti. Il est tout le temps sorti au moins une fois ou pas dans l'équipe. Ouais, ça fait un tiers des matchs qu'il a fini quand même, quoi. Oui. Il est, messieurs, je pense que c'est vraiment le petit bijou du week-end, cette qualité technique. Avant on va pas tous s'extasier sur le but, je pense qu'on pense tous la même chose. Il aurait pu la mettre avec un qui est vraiment pas beau et voilà. Qui se lève faut maintenant. pas déconner, quoi. Mais est-ce que Rhys Hillet n'a pas
progressé vraiment, mais quand je dis progresser, c'est pas genre juste on le voit un petit peu, mais de manière vraiment flagrante depuis l'année dernière. C'est un point de vue techniquement, de jeu, ou même dans la finition aussi. Sur tous les points, il a surtout progressé dans un truc, c'est qu'il a progressé physiquement, il est beaucoup plus affûté, il réagit beaucoup plus vite, il est beaucoup plus vif dans ses réactions, et forcément ça l'aide aussi techniquement, puisque là, sur ce coup-là, c'est vraiment sa vitesse pour se retourner qui lui a permis de mettre toute la défense 87e minute. Et puis voilà, il a la caisse, il a la confiance aussi. Il faut pas l'oublier, on a quand même la chance d'avoir toute une ligne d'attaque, que ce soit Ado, Ratao ou Ilé, qui sont en confiance à un niveau mais incroyable. Ils peuvent presque tout tenter et tout réussir à n'importe quel moment. Et je pense que d'avoir à ses côtés à l'entraînement Ado et Ratao qui lui sont supérieurs techniquement à la base, ça le fait progresser aussi. Et puis il travaille, c'est un bosseur, voilà. Donc il y a de la progression, il y a rien d'étonnant à ça. Il arrive aussi de championnats où t'as pas le temps d'exprimer et de jouer techniquement, où tout se passe en force. Donc il avait cette capacité-là et à mon avis, c'est ce qu'avaient su lire les recruteurs du TEF quand ils sont allés le chercher. C'était sa capacité de progression technique. Et là, parce que la finition, même dans son ancien club, quand tu regardais un peu les vidéos qu'il marquait, c'était pas des buts de raccro. Il y avait quand même. Tu sentais que c'était des buts d'un vrai avançant. Il avait du toucher de balle. Ouais. Maintenant, c'est plus dans ses prises de balle et dans l'intelligence de jeu, dans la capacité à faire le bon appel et la bonne prise de balle. Et son jeu de haut but aussi. Son jeu de haut but, et je trouve qu'il s'est amélioré. Auxence. Ouais, c'est ce que je voulais dire, je suis d'accord avec Yves, c'est un commentaire qui a souvent été fait sur les lives de Bein ou l'équipe, etc. C'est que je trouve qu'il a vachement progressé physiquement, comme tu l'as dit, il est beaucoup plus affûté. Et aussi techniquement, parce que j'ai l'impression que il est en confiance, mais il se permet peut-être des fantaisies un peu techniques qui ne se permettaient pas l'année dernière, parce que maintenant il est un peu plus habitué à... Il connaît Ligue 2 aussi, il s'est adapté aussi. Voilà. Mais ouais, pareil, on l'a tous descendu, plus ou moins. On l'a pas descendu. Il y a beaucoup de gens qui trouvaient qu'on a critiqué à juste titre. Oui. Mais il avait une marge, on va dire, il a une marge de progression. Tu reprends le Ilé qui débute, il débute contre Dunkerque. Non, je te parle de la saison dernière. Le premier match au Sochaux. Oui, Sochaux. Ouais. Et le Ilé d'aujourd'hui, c'est quand même, il y a un monde qui sépare les deux saisons. C'est vraiment, il a même au niveau du collectif, ce qu'il apporte, et même dans la détermination, dans ce qu'il renvoie même aux supporters. Je me souviens d'un repli défensif qu'il fait au stadium, quand il fait des tacles un peu à l'anglaise. C'est ça qu'on veut aussi. C'est un mec qui est à droit devant le but, qui marque des buts de raccro, mais c'est un mec aussi qui fait des replis et des efforts, et voilà, il a une super mentalité. Il fait un gros repli d'ailleurs samedi, il fait une perte de balle au niveau d'un corner, il remonte quasiment jusqu'à l'entrée de la surface pour venir gêner la contre-attaque. Ça c'est bien, c'est le premier défenseur finalement c'est l'attaquant, et il joue vraiment ce rôle-là. Il lâche jamais rien, donc ça lui vaut aussi des défauts parce qu'il finit par perdre en lucidité avec tous ses efforts, que ça lui vaudra encore des expulsions et des cartons jaunes idiots sur des interventions d'attaquants totalement maladroites. Mais est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non, il est dans son rôle en fait. C'est souvent on sent aussi qu'il a pris un peu d'assurance dans le vestiaire, qu'il a ce côté un peu plus leader, où il va haranguer ses partenaires, où il va expliquer ce qu'il attend de ses partenaires à côté. Et puis cette capacité qu'il y a au TEF depuis 2 saisons à faire jouer des gens totalement différents, avec des nationalités, des provenances improbables, et de créer un vrai groupe, une vraie mentalité, une vraie cohésion dans cette équipe où je vais revenir sur le match contre Auxerre, où avec Ratao il se trouve quasiment les yeux fermés, alors qu'on est quand même sur leur premier match officiel. Et puis sur de l'improbable quoi. Ratao, je vais pas revenir sur son parcours, mais il a 24 ans, il a fait 14 clubs quoi. Ouais, ça fait un globe. Là on a senti l'influence du Brésil chez Ilé. Match. Et il est pourtant sur le match, il fait pas. On va venir au top of flop. Moi, je l'ai pas mis dans mes tops parce que, à part son but qui est splendide, il est transparent tout le match. Mais il est capable de sortir ça à la 85e. Il est transparent parce qu'on n'a pas été capable d'amener les ballons non plus. Et de le trouver, non, bien sûr, mais c'est pas. Ouais, il a pas fait. Il a fait des plus gros matchs que celui de samedi dernier. C'est un flopiné quand même. Non, pas flopiné. Non, pas de flop. Donc, quand même, avec le but qu'il met.
Dans les flops, on en a parlé un peu tout à l'heure. Moi, j'ai mis des Jagereux. Est-ce que vous voulez en rajouter un flop? C'est dur, mais c'est dans le sens où il est. Moi, je l'attends encore. J'attends mieux de des Jagereux. Ouais, on a Fred qui a mis en plus Diarra. Mais il a dit Flopinou, hein, vraiment. Pour les Diarra. Alors, ouais, c'est vrai que. Ouais, Diarra, putain, en plus, je l'ai beaucoup regardé sur le replay. Je me suis vraiment intéressé à lui. Et. Oui et non, j'ai envie de dire. Oui et non. Oui parce que c'est pas pire que Silla, c'est pas mieux non plus, c'est pas. C'est moyen. Défensivement, il est présent. Offensivement, bon, c'est un peu compliqué, mais c'est dur. Moi, je le réattends sur le 3-4-3, Axel gauche. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, je le trouve meilleur axe gauche d'une défense à 3 plutôt que latéral gauche d'une défense à 4. Après, pour un Flopinou, j'ai Dessler. C'est vraiment parce qu'il a été un cran en dessous de ce qu'il a pu faire, je pense, depuis le début de la saison. Et peut-être Spearings qui a l'air un petit peu en dedans. Moi, je l'ai mis dans mes tops physiquement. Ouais, je sais pas. Moi, sur le match, je l'ai mis dans mes tops. Enfin, je trouve qu'il sur son retour, après, c'est personnel, mais je l'ai trouvé intéressant. C'est qui a un peu dicté un peu le rythme du jeu, qui a beaucoup soulagé Van den Boomen aussi, et qui a permis des décalages de Van den Boomen. Bon, après, quand je mets un top, c'était pas bon. Tu peux pas sortir un flop de ce match-là. C'est plus des déceptions que des flops. Ngoumou en top sur ce qu'il fait, sur les prestations qu'il continue de faire. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? C'est plus un top encourageant. C'est les encouragements du conseil de classe plus qu'un top. Non mais c'était un match difficile pour lui avec la vitesse dans un terrain difficile. Donc et il a fait la diff. Voilà, il a su être vif et percutant. Voilà, c'était quand même pas facile. Donc plutôt top parce qu'il dynamise quand même pas mal cette attaque aussi avec sa vitesse. On a Fred aussi sur Facebook Live qui ajoute le jour où Ngoumou sera plus tueur sur sa dernière passe, il sera au top. Moi, je mettrais bien ajouter Nicolas Hyssen. Je trouve qu'il a une très grosse présence offensivement, une très grosse présence à la surface. Je trouve que il n'était pas terrible de la tête. Là maintenant, il y est sur le premier but, puis il a gêné plusieurs fois dans la surface. Je trouve qu'il a un jeu de tête vraiment intéressant pour le coup. But pour lui. J'ai dit offensivement, j'ai pas dit sur la part défensivement, on connaît les faiblesses qu'il a, mais je trouve qu'offensivement, en tout cas, il apporte pas que de la taille. On sent qu'il y a quand même un jeu, une présence, une gêne. C'est mieux. Et tu rajoutes un truc, non? On va finir sur le top du top, c'est les supporters, on va pas se mentir. Oui. 634 Toulousains qui sont montés, c'était quand même. Beaucoup d'expats aussi. Bien joué. Ouais, mais bon, fallait quand même mettre un 20 654 Parce que, je sais pas. Mais déjà, à la télé, ils ont dit 354. Et là, j'ai eu 654 sur le TF, donc je vais faire un sondage un peu comme les syndics et la police. Après, j'ai envie de rebondir dessus, c'est vraiment. Je veux dire, tu disais Yves, il faut raconter des histoires, et on sent qu'il se passe un truc vraiment cette année. Ça fait 3 parcages, je crois, qui sont énormes. Pau, même Amiens, qui est. Il n'est pas énorme à Amiens, mais il y a pas mal de Je mettrai un bémol sur Pau, parce que Pau, c'est facile, entre guillemets, c'est à côté. Quoi. Oui, bien sûr. Amiens et Paris, il faut aller se les gagner, il faut mobiliser le monde. Et c'est surtout qu'on se rend compte qu'il y a une énorme communauté de supporters en dehors de Toulouse. Parce que là, sur les 654, on va pas se mentir, moi je suis au courant d'un bus de 70 parti de Toulouse. Mais il y en a qui sont peut-être à côté. Mais je pense qu'il y a énormément de gens qui sont sur la région parisienne et qui ont retrouvé l'amour du TEF. Sur les 654, je doute qu'il y en ait 600 qui soient montés depuis Toulouse. Quoi. Et puis, voilà. Non, j'ai oublié ce que je voulais dire. J'allais dire un truc intéressant en plus, mais je laisse. S'auto-censure, c'est bien. Allez, messieurs, on va enchaîner. On va enchaîner du coup avec la preview TFC Guingamp avec EAG Actu. Mais juste avant, un petit jingle. C'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina qui peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Donc Raphaël qui est avec nous ce soir, qui représente EAG Actu. Comment ça va, Raphaël? Ça va très bien, merci de l'invitation, les gars. Avec plaisir, merci à toi. Donc explique-nous, qu'est-ce que tu fais avec nous en présentiel et pourquoi tu n'es pas dans ta Bretagne natale? Parce que moi je suis arrivé à Toulouse depuis 1 an. Je suis à l'école de journalisme de Toulouse et du coup j'habite à Toulouse depuis 1 an. Je suis très content d'habiter dans cette ville, c'est une très belle ville. J'habitais à Lille, à Rennes aussi, qui sont des belles villes, mais Toulouse c'est vraiment une ville agréable.
Et voilà, et du coup je suis quand même le TFC avec l'émission aussi qu'on a à l'école de journalisme de Toulouse, EJT Foot, donc je dirais pas que je suis calé autant que vous sur le TEF, mais je m'y intéresse après, voilà, avec toujours l'amour de Guingamp, parce que c'est là d'où je viens. Ouais, c'est cool. On n'a toujours pas digéré 2009, nous. Hein, donc, c'est ce que tu dis. Et donc, Noël Le Graët, pour toi, c'est... Voilà, il faudrait faire une émission spéciale sur Noël Le Graët. Là, il faudrait une émission, une nuit spéciale sur Noël Le Graët. Donc, du coup, tu nous inviteras en vacances dans sa baraque. Ça marche. S'accueillir, il était confortablement installé sur une magnifique banquette dans une chaise pourrie. On commence directement les questions sur le Graët, les questions sur la Coupe de France. Allez, bonjour à tonton Noël. En tout cas, attends, on a été sympa, on n'a pas attaqué sur le Queen Yaman. Ça fait plaisir, n'empêche, d'avoir un invité supporter adverse qui est avec nous par téléphone. Et du coup, tu gères ou peut-être tu participes, je sais pas, EAG Actu, tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, carrément. En fait, si tu veux, moi j'ai rejoint EAG Actu en 2017 et ça faisait déjà un moment que ce compte était créé et c'est la plus grosse fanbase qu'il y a sur Facebook. Il y a 18 000 personnes qui nous suivent. Un peu plus compliqué sur Twitter et récemment sur Instagram. Voilà, je suis arrivé il y a 3 ans et c'est vrai que moi je suis arrivé en commentant des matchs, on faisait des lives aussi. Et pendant le confinement, je me suis mis sur Instagram et pendant le confinement, on faisait des Instagram live avec Mathias Phaeton, Ludovic Blas. Il y a eu Martins Pereira qui est venu aussi et une féminine, Louise Fleury plutôt, qui est venue aussi. Donc en vrai, ça a bien marché. Et l'année dernière, j'ai lancé aussi la chaîne Twitch pour voilà, discuter avec des journalistes et des suiveurs aussi de l'En Avant de Guingamp, des joueurs. Voilà, j'ai plein de projets, j'ai beaucoup de projets aussi et l'école qui me prend du temps, mais voilà, quand j'ai du temps à donner pour faire vivre la page de EAG Actu qui m'a accueilli à bras ouverts il y a plus de 3 ans, donc ouais, j'aime bien faire des choses et j'aime bien parler de Guingamp. Ouais. C'est chouette. Quand vous recevez les joueurs, c'est en accord avec le club ou ça va pas? Franchement, moi je l'ai fait pendant le confinement, donc tu vois, il y avait pas trop de règles et je voyais plein de gens faire des Instagram live et moi j'ai juste DM les mecs sur Instagram en leur disant est-ce que t'es chaud. Le premier ça a été Mathias Phaeton qui m'a dit oui tout de suite. Je sais pas pourquoi, ça m'a donné des ailes. J'ai envoyé un message à Ludovic Blas qui m'a dit ouais, y a pas de souci. Et je me suis dit mais ouais, c'est fou quoi. Et c'est cool. Le club nous a jamais embêtés. Franchement, je pense que ça va autant dans leur sens que dans le nôtre. Même si voilà aussi la communication avec le club dans l'Avant de Guingamp pour en parler. Par exemple, tu vois, il y avait Nîmes Guingamp la semaine dernière et un Nîmois a fait aussi une vidéo sur son déplacement et il a fallu quand même avoir une vidéo d'un Nîmois sur YouTube pour voir un peu l'académie de l'En Avant de Guingamp, c'est le centre de formation. Il n'y a jamais eu de vidéo sur ça, tu vois. Donc c'est dommage. Ouais. Voilà, donc il faut qu'il y ait un supporter averse qui vienne faire une vidéo sur son déplacement pour montrer tout l'envers du décor de l'académie et du centre de formation de l'En Avant de Guingamp. Donc nous on essaye de faire des choses. Après on n'est pas trop bridé, donc pour l'instant ça va. Mais on fait pas non plus on n'est pas des journalistes. Moi je suis pas encore journaliste, donc on n'est pas. Faites ce que vous pouvez. Voilà, on fait ce qu'on peut et les gens nous rendent bien parce qu'ils nous suivent et on a des interactions avec eux. On est vraiment une page de fans, de supporters, on est tous supporters et voilà, on fait vivre l'En Avant de Guingamp et avec des gens qui nous suivent et on échange quoi, comme vous en fait. Ok, trop bien. Comment on va se recentrer un petit peu sur le sportif, comment tu juges le début de saison de l'En Avant de Guingamp? Franchement, on a alterné entre le chaud et le froid, hein, vraiment. En Bretagne, c'est normal, non? Ouais, des fois plus le froid que le chaud par rapport à ça dépend de l'heure de l'apéro, il y a quelle heure? Mais ouais, trois débuts de match, enfin 3 premiers matchs où ça a été des matchs nuls, un match contre Amiens où on le perd, après on va gagner à Auxerre, après on repère, après on va gagner à Paris sur 1-0, on repère à Niort, voilà, vraiment en dents de scie. Et récemment où on perd à Nancy, donc le relégable, la lanterne rouge, on perd à Nancy 2-1 alors qu'on menait. Ouais, et voilà. Et pour l'anecdote, moi j'étais au match du TEF, c'était la première fois que j'allais au stadium contre Auxerre et j'étais avec un pote qui est auxerrois dans le parcage. Et du coup je vois ça et je fais ah ouais mais dans 2 semaines on vient là, donc moi j'étais et quand je vois le soir qu'on perd contre Nancy, je fais non mais on va se faire défoncer quoi. Mais on a gagné la semaine dernière contre Nîmes 3-1 avec une prestation vraiment très très bonne avec Franzi Pierrot qui a marqué un doublé qui revient bien, donc
voilà, je suis pas très confiant, mais je suis un peu plus confiant qu'il y a 2 semaines pour ce match de samedi. C'est quoi les ambitions de l'En-Avant Guingamp dans la 7 Ligue 2 cette saison? Bah vraiment, hein, c'est le maintien, vraiment. Il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est le maintien. Bah ouais, c'est dur, mais l'année dernière, on avait passé preuve de la catastrophe. On jouait avec les places de relégables pendant longtemps. On s'est sauvé vraiment à la fin avec un coach qui n'était pas prévu au début de saison. Donc voilà, c'est de faire mieux et je suis sûr qu'on remontera parce que depuis que Guingamp est passé en Ligue 1 et allé en Coupe d'Europe, il y a quelque chose qui s'est fait. On a, comme je disais, l'académie, c'est vraiment exceptionnel. Vraiment, j'ai eu l'occasion d'aller moi-même sur place. Il y a vraiment des très bonnes installations. Il y a même des joueurs qui sont 13 ou 14 ans qui font plus le choix des fois d'aller à Guingamp plutôt que Rennes, qui est vraiment un énorme centre de formation, mais ils se disent ils auront peut-être plus de chances de jouer à Guingamp. Donc en vrai, on a un noyau et de jeunes joueurs. Mathias Phaeton en est la preuve justement. Lui qui était à Brest et qui est revenu à Guingamp et maintenant qui est dans le club depuis 5 ans et qui maintenant brille en Ligue 2. Donc voilà, il faut passer par la formation pour réussir à monter, mais pas pour l'instant, quoi. Ok. Messieurs, des questions, on enchaîne. Ouais, une petite question. Du coup, j'ai vu que, tu l'as redit tout à l'heure, que Guingamp avait fait chuter donc Auxerre et le Paris FC donc chez eux. Ouais. Est-ce que tu penses que Guingamp peut être capable de rivaliser avec Toulouse et avec quelles armes? Est-ce que Guingamp a gagné à Auxerre et au Paris FC, on va dire en attendant avec un bloc bas et en attendant que l'équipe vienne, ou il y a vraiment un fond de jeu intéressant pour faire chuter ces équipes-là? C'est vrai que sur Auxerre et Paris, c'était comme tu disais avec un bloc bas parce que voilà, tu joues à l'extérieur contre des équipes qui sont sur le papier plus fortes que toi, donc c'est vrai qu'on n'est pas là pour faire le jeu. Donc je pense que ça va être un peu le même cas de figure samedi au Stadium. Voilà, après moi surtout peur, c'est ce que j'ai vu justement à Auxerre, c'est que le TEF pouvait marquer à tout moment. Contre Auxerre, il pouvait à chaque fois qu'il rentrait dans la surface. C'est pas tous les samedis comme ça. C'est pas tous les samedis comme ça, certes, mais samedi sur 2, ça. Mais notre défense est perméable et on peut changer. J'ai vu, la semaine dernière, c'était pas les mêmes joueurs qu'il y a eu qui ont été alignés il y a 2 semaines, donc je sais pas quelle défense il y aura d'aligner samedi. Donc je pense que en tout cas, ça sera un match ouvert. Ça, c'est clair que ça sera un match ouvert et on va peut-être essayer de pouvoir marquer peut-être 1 ou 2 buts parce que nos attaquants sont en forme, je trouve. Donc je pense pour moi déjà, ça sera un match ouvert. Je pense pas que Stéphane Dumont, l'entraîneur, va venir pour poser le bus, même si Toulouse est un adversaire redoutable, mais je pense que déjà, ça va être ouvert. Ah, c'est intéressant ça. Après, nous, en général, avec le TEF, on voit des matchs ouverts, parce qu'on marque quand même beaucoup de buts, on va pas se mentir, et on commence aussi un petit peu à en prendre aussi, on commence. Et l'année dernière, on avait fait nul contre Toulouse, qu'on était venu, donc... Peut-être que ça nous réussit, tu rappelais de 2009, juste le titre, c'est vrai que quand on vit au Stadium, des fois ça nous sourit, donc pourquoi pas. Je ne me rappelle pas de 2009, moi j'ai trop de mémoire. C'est dommage. Par rapport à Guingamp, c'est vrai que c'est quand même dommage de les voir dans cet état-là. Après, tu sais que Guingamp, c'est 7000 habitants. Oui, non, bien sûr, je sais, mais bon. Ça reste un club assez structuré de notre histoire. Et la plus grosse mafia du football français. 7000 habitants, mais Noël Le Graët, donc il faut le dire aussi. Il faut intégrer Noël Le Graët. Nono qui l'appelle là-bas. Non, franchement, en plus, souvent, on le voit même plus au club. Franchement, ça fait depuis le week-end dernier, il n'est pas venu. Non, il vient, mais voilà, après, ça serait long d'expliquer tout ce qu'il y a. Justement, tu parlais d'un club structuré. L'année dernière, il y a eu une espèce de guéguerre entre justement Bertrand Desplat, qui était son gendre, qui ne l'est plus et qui maintenant s'est fait dégager. Tu as une partie du CA qui était en faveur de lui. Enfin, c'est quand même un beau bordel ce qui s'est passé l'année dernière. Et là, j'ai l'impression que oui, on repart sur des bonnes bases avec un entraîneur qui tient la baraque, avec un président pas trop là, mais je pense qu'il peut prendre des décisions. Et moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est surtout ce qui est structuré dans les jeunes. En fait, vraiment, moi, c'est ce qui me donne l'espoir. Les joueurs, ils passent, ils viennent, ils repartent, mais ce qui est le plus important, c'est de former des jeunes et qu'on retrouve notre mentalité. Et parce qu'on a beaucoup formé des jeunes, en fait. Ouais, bien sûr. Donc, moi, je veux juste qu'on retrouve ça. Le renouveau passe par là. Hein. Exactement. Les forces de Guingamp, c'est quoi
Et il y a Mchangama, Youssouf Mchangama, c'est vraiment le meilleur joueur depuis le début de la saison, et pas depuis le début de la saison, c'était quand même c'est le capitaine, c'est celui vraiment qui porte l'en avant de Guingamp. On avait peur qu'il soit blessé il y a une semaine justement contre Nancy, il était sorti blessé, et il est bien revenu samedi dernier en distribuant une passe décisive pour Franzi Pierrot, et justement ça fait le lien est tout trouvé avec Franzi Pierrot, qui était vraiment la saison du Covid entre 2019 et 2020, c'était vraiment un attaquant qui m'avait impressionné, qui s'était fait les croisés, du coup qui a eu du mal à revenir, et là je suis bien content de le voir marquer, parce que son alter ego en attaque, Yannick Gomis, moi je ne supporte pas ce joueur. Il a trop joué, il a eu trop de chance, et je suis bien content que ça le sourit à Franzi Pierrot. Et puis j'en parlais aussi, Mathias Phaeton, c'est vraiment le joueur technique qui provoque, qui peut aussi sortir des gestes incroyables, et qui a failli aussi partir le 31 août durant ce mercato, donc on est bien content de l'avoir. Donc ces 3 joueurs peuvent faire mal au TEF ce week-end. Ouais. Et les faiblesses du coup? Les faiblesses, ça va être la défense, je pense. La défense, je sais vraiment pas quelle défense il y a. C'est vrai que j'ai pas parlé dans les tops aussi. Il y a Basilio, notre gardien, qui est vraiment très très bon. Donc j'espère qu'il provoque un penalty ce week-end. Donc voilà, c'est pas grave, mais je pense que lui aussi il va être important. Après les faiblesses, ouais, ça va être la défense. Les côtés aussi, les couloirs, je trouve que ça va bien en attaque, mais en défense c'est un peu compliqué. Alors si ça part de tous les sens avec des centres pour Ilé, qui va je pense se régaler dans la surface avec des défenseurs un peu lents comme Lemonnier ou Sampaio, donc je pense que lui il va se régaler, donc il faudra vraiment faire attention pour nous de bien défendre face à ce diable de Ilé que moi je trouve excellent. On y viendra après sur ton point de vue sur le TEF, mais Vincent, il y a une petite question d'un auditeur. Ouais, c'est Fred sur Facebook Live, justement. Tu parlais de l'effectif, de cette formation, du fait que vous attirez des jeunes. Il demande si justement il y a un jeune joueur qui pointe son nez en avant, vraiment un joueur à sortir. Là, on l'a vu depuis cette année, et même un peu l'année dernière, c'est Adi Camara en défense, qui est vraiment excellent. Moi, je l'avais vu justement juste avant le confinement. J'habitais à Lille, et Guingamp était venu en Coupe Gambardella contre Hasbrook. Et déjà, on m'avait dit en avance que ce joueur-là était impressionnant. Le match qui sort contre Hasbrook, c'était affreux. On était en février, il pleuvait dans un terrain horrible, et il survolait. Et du coup, j'avais gardé ce nom en tête. Et là, il a fait quelques matchs. Il est très jeune, et on a l'impression qu'il est très mature, qui sait défendre comme un vieux briscard aussi. Et du coup, c'est vraiment lui le joueur que je mettrais, vraiment le symbole de la formation guingampaise renouvelée avec ce joueur qui est excellent, et qui je prévois un bel avenir. Il a justement été sélectionné en équipe de France U19 au dernier rassemblement. Donc vraiment lui il est vraiment très très bon, et c'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi il était plus aligné dans le 11 depuis 2 matchs. Donc peut-être qu'il reviendra. Oui, sûrement, mais quand un joueur tourne bien, après peut-être que oui, il faut le faire tourner, et puis il y a des joueurs qu'on a recrutés, Lemonnier et Sampaio, qui sont plus âgés, mais franchement, quand un joueur est bon, je comprends pas pourquoi on l'enlève. Mais lui, c'est vraiment le joueur à suivre. Ouais. Quel est ton point de vue du TFC, j'allais dire, de ta Bretagne, mais maintenant que tu es dans cette belle ville de Toulouse et que tu la trouves aussi belle que nous, qu'est-ce que tu penses du TFC ? Écoute, l'année dernière quand je suis arrivé, c'est vrai que c'était la saison où vous étiez descendu, donc voilà, on va pas remettre sur la table, je pense que vos cœurs meurtris ont déjà assez souffert de cette saison compliquée du TEF en Ligue 1 avec de ces 6 ans, tu veux dire. Comment ? De ces 6 ans. Oui, c'est 6 ans, mais surtout la dernière saison avec un incroyable entraîneur aussi qui est passé par nous, chez nous, Antoine Comboiré, donc vraiment qui fait des bonnes choses d'ailleurs. Oui, en fait. C'est plus compliqué. Je pense qu'il avait plus. Il avait plus de couilles à l'époque. Non, c'est qu'il y avait moins de golf à Guingamp. C'est qu'il a trouvé déjà des bonnes bases en fait quand il est revenu. Tu vois, avec Jocelyn Govenac qui lui avait laissé quand même pas mal de choses. Oui, donc il a surfé sur les bonnes choses, et après on a vu direct que quand il fallait un peu parler tactique et tout, ça bégayait. Donc voilà. Mais quand j'ai suivi cette saison avec les gens de l'UJT, et voilà, je voyais un Toulouse aussi qui était vraiment bon avec Patrice Garande. Lui, j'allais des fois à des conférences de presse qui parlaient vraiment jeu. Donc j'étais vraiment déçu pour Toulouse qui ne monte pas en Ligue 1 avec en plus ces 2 matchs-là. Et donc pour moi, c'est une très belle équipe. Et je suis assez surpris en fait des supporters. Moi, quand je suis venu à Toulouse, on me disait ouais, Toulouse, ville de rugby.
Forcément, le Stade Toulousain est très très fort. On va pas on va pas se le cacher. Hein. Mais je suis assez agréablement surpris de la fanbase aussi qu'il y a à Toulouse. Et de voir les Indians l'année dernière, les derniers matchs, on allait sur place, on voyait Christophe Romo, c'était fou, quoi. C'était trop bien. Donc moi, vraiment agréablement surpris par le TFC. Pour moi, c'était aussi pas un club de losers, mais vraiment qui était à côté du stade, et en fait vraiment qui a une importance phénoménale dans cette ville, et qui est là cette année, pour moi, c'est les favoris pour monter en Ligue 1. Est-ce que tu vois une autre équipe qui pourrait nous gêner, entre guillemets? Ajaccio, ouais. Ajaccio, je pense que vraiment ils sont bons. Courtrai, ça fait des années qu'il est là, il connaît très bien cette bagarre pour monter. Et puis j'ai revu juste le résumé de leur match ce week-end. Je trouve qu'ils sont vraiment complets, qu'ils ont vraiment de bons joueurs. Donc pour moi, ça serait l'équipe. Il y a Sochaux aussi, les 3 premiers. Je sais pas dans l'originalité, mais je trouve ces 3 premières équipes, parce que Auxerre, je les mets plus dedans. Vu comment on les a balayés, je pense que je les mets plus dedans. Mais franchement, ces 3 équipes peuvent ça veut rien dire. Mais je trouve que ces 2 autres équipes peuvent vous embêter pour la montée, mais je suis assez confiant pour le TEF. Messieurs, avant qu'on passe au prono, une question. C'est bon. Ça fait quoi de voir Claudio Beauvue marquer des buts? C'est impressionnant, hein. Franchement, et surtout les buts qu'il mettait, c'était pas des buts mauvais, hein. Franchement, c'était incroyable. Claudio Beauvue, justement, j'en parlais ce week-end avec quelqu'un, je sais plus qui c'était, que Claudio Beauvue, il restera dans la légende de Guingamp pour tout ce qu'il a fait, quoi. Vraiment. C'est un peu votre Drogba de votre génération? De ma génération, ouais, parce que moi j'ai 25 ans, donc de ma génération, c'est celui que j'ai plus vu. Drogba, j'étais trop jeune. Mais ouais, c'est une des plus belles pages de l'en avant de Guingamp, avec la Coupe de France, la Ligue Europa, et aussi il faut pas aussi parler de Christophe Mandane, c'était le duo, et sans Christophe Mandane, Claudio Beauvue n'aurait pas fait ce qu'il a fait, et inversement. Sans Thibaut Giresse, il n'y aurait même pas de club. Bref, ça c'est autre chose. Oui, mais Thibaut Giresse, il arrive dans le club quand on est en national, et il est un des grands artisans de la remontée de Guingamp en Ligue 2 et en Ligue 1 aussi. Ouais. C'est vrai qu'on s'est quand même passé pas mal de joueurs entre nous. Hein. Ouais, c'est vrai. Finalement, non. C'était qui Dido qui a joué, ouais. Il a fini sa carrière chez nous, ouais. Qui vit toujours maintenant en Bretagne, qui est de Paimpol. Allez, on l'embrasse. Messieurs, le prono pour ce week-end. Yves, quel est ton prono? Ce week-end, au vu de ce que nous a été décrit et des difficultés dans les couloirs, on va dire 2-0 avec un but d'Illet, ça semble un peu couru d'avance, et je vais dire Nicolaïsen. Moi, je vais penser à 2 buts d'écart aussi, je dirais 3-1. Parce que, mine de rien, il y a l'air d'avoir des forces offensives à Guingamp. Doublé d'Illet et but Nicolaïsen sur corner. 2-0 aussi, mais Ado et Dessler. J'ai le prono de Mehdi, c'est 1 partout avec but de Ado. Et je vais vous dire 1-0, but de Ngoumou. Raphaël, contrebalance un peu tout ça. Non, moi je vais pas être très original. Franchement, je pars sur le 3-1 aussi. Je pense quand même qu'on va marquer un but, mais la supériorité offensive de Toulouse va nous écraser. Et je pense que Illet va bien être bien parti pour marquer. Et donc de notre côté, j'espère un but de Pierrot pour après continuer sur d'autres matchs. Mais je pense que on va s'incliner malheureusement. Et toi, Camille? 3-1, ouais, moi je pars sur un 3-1 aussi, il était dit 2 fois, c'est pas très original. Les buteurs, doublé d'Ado et but de Ratao. Ou non, but de Begraoui. Ouais, grosse cote. Grosse cote, ouais. Mets ton PEL, tu le perds. Mais si là, c'est... Hein. Messieurs, il reste 2 minutes 30. Auxence, je sais que tu as 5 questions. Est-ce que tu restes avec nous pour le quiz? Oui, bien sûr, avec plaisir. Parfait. Petit quiz du coup. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. 2 minutes 30. Ouais, je vais faire très vite. Donc 5 questions du coup spéciales Paris FC. Alors la rapidité chez chacun pour soi. On est toujours à la bourre d'une semaine sur les quiz. Hein. Exactement. Quel pays vient d'entrer dans le capital du PFC? Le Bahreïn. Ouais. Bahreïn. T'as dit quoi toi? Barat. Non, c'est bien le Bahreïn. Bahreïn. C'est bien le Bahreïn. J'enchaîne. Quel joueur de l'effectif actuel est devenu le joueur le plus capé de l'histoire du club? Marconnet. De Marconnet. Ouais, c'est le pilier. Bon. C'est passe décisive quand même. Ouais. Dans le but vide. Il est fair play, il fait des cadeaux. Allez, Les cours d'orthophonie, c'est pour quand du gros Camille là. Ouais.
Troisième question, chacun son tour cette fois. Vrai ou faux, le Paris FC a déjà fusionné avec le PSG? Faux. Vrai. Vrai. Ouais, j'aurais faux aussi. T'as Elliot, pas écouté l'émission tu la veux semaine essayer, dernière? Vrai. Vrai? Eh ben c'était vrai. Puisque T'as pas écouté l'émission la semaine dernière? T'étais là? Ah, Oui, j'étais t'étais là. là en plus, ça va pire que tout. Alors là, il l'a dit. C'est bien qu'il en a rien à foutre de ce que tu racontes. Pour le coup, c'était pas moi, c'était Fantin, l'auditeur, le supporter parisien. Non, parce que pour faire vite, la petite histoire, c'est quand le Paris FC a fusionné avec le Stade Saint-Germain en 1970, mais c'est scindé ensuite 2 années plus tard. Donc le Paris FC continue sa route en solo depuis, et le PSG actuel, c'est l'héritage du Stade Saint-Germain. Ah oui, c'est vrai. Ils étaient pareils en Grand-chose, course. au final. Rapidité maintenant encore. Depuis la première rencontre lors de la saison 73-74 en Coupe de France, victoire 2-1 des Violets. Le Paris FC et Toulouse se sont affrontés 11 fois, dont 8 en championnat, tout en Ligue 2. Combien de matchs sans défaite pour le TFC? 6. Non. 5. 4. 3. 7. Ouais, 7. Allez hop là. 7. Bon là je pense qu'il n'y a plus de suspense. Ah là. 7 Tu sur peux 8. tout remettre sur la dernière question. La C'était seule jouable. défaite, c'est celle de l'année dernière à Charletti. Et allez, il me reste 1 minute, je vais terminer vite. Tout sur la dernière? Si vous voulez. Hein. Allez. Allez. Et La saison dernière, sur le poteau. 2 oppositions entre le TFC et le PFC. 1-0 à l'aller pour le TFC au Stadium, puis 3-1 au retour pour le PFC à Charletti. Quels étaient les 2 buteurs toulousains? Spearings, le premier. Ouais, Spearing, c'est bon. Et le Il est second. Non. Bayo. Ouais, Bayo. Oh là là. Joli. Et allez, pour le fun, j'ai les 3 de Paris, Martin, Nam et Saïd Arabe. Je les avais ceux-là. Oui, bien sûr, tu les avais sur l'ordinateur, non? Bon les gars, merci Auxence pour ce quiz. Ouais. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah. Merci messieurs, merci à toi Raphaël d'être venu à avec vous. nous. Et si vous avez vu Camille menacer Elliot parce qu'il lançait pas le quiz, je tiens à le défendre parce que on vous fera constater que sur le déroulé, il y avait absolument pas de quiz de prévu et les jingles n'étaient pas notés encore une fois. Si, ils étaient notés, mais mal. Et le résumé de TFC à JA. Ouais, bon, écoutez, hein, c'est comme ça. Raphaël, merci à toi d'être Merci à venu. vous. Merci, Si ça tu fait veux plaisir. venir mardi débriefer, donc du coup en première partie d'émission, écoute, tu es le bienvenu. Écoutez, moi j'habite ici, donc il n'y a pas de souci. Petite semaine la semaine prochaine aussi, donc pour moi ça pas de souci. Eh ben écoute, tu seras le bienvenu pour la première partie d'émission. Messieurs, je vous souhaite une belle soirée. Yves, quelque chose sur la liste ou juste rendez-vous porte 7? Non, rien, non, même pas rendez-vous porte 7, je ne suis pas là samedi, donc il y aura possibilité auprès des Indians à la table de se procurer les t-shirts, de se carter ou de prendre les stickers, mais pas de porte 7 pour samedi. Ok, merci Elliot, merci Nathan, merci Sank, merci Vincent, Merci Camille. à toutes et à tous de nous avoir suivis et bien sûr j'embrasse mon petit neveu Gabriel comme c'était prévu en début d'émission. Allez, bisous, ciao ciao.